Ici Podcast. 150e anniversaire de la Commune de Paris. La décisive bataille d'Issy. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode autour de la bataille de la Commune de Paris. Et aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble les armes utilisées par le peuple, mais également par les fédérés, et surtout voir l'évolution dans le temps, ce qui a changé depuis 1871. Alors, pour vous raconter tout cela, le musée de l'Armée aux Invalides nous a ouvert gentiment ses portes pour une visite, et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Suivez-moi et allons découvrir de manière pacifique ces armes utilisées durant la bataille. Vous êtes prêts? Alors partons retrouver mon invité du jour. Et je vous retrouve dans ce lieu chargé d'histoire qu'est les Invalides au cœur de Paris. Alors je ne suis pas seul bien évidemment, je suis en compagnie de Julien Voineau qui est assistant de conservation. Bonjour. Bonjour. Merci vraiment de nous ouvrir les portes de ce lieu mythique. Alors la toute première question, elle sera très simple. Avant de devenir un musée et un lieu de commémoration, il faut le rappeler, à quoi servaient les Invalides? Alors les Invalides ont été créés par Louis XIV afin d'accueillir justement les Invalides de ses propres guerres. Donc Louis XIV était un roi guerrier et effectivement à l'époque les soldats qui revenaient du combat blessés n'avaient pas de lieu où être soignés spécifiquement et donc avaient une tendance à errer dans les rues de Paris et donc ce qui créait de l'insécurité. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles Louis XIV a décidé, également aussi pour les remercier pour les services rendus, de créer un hôtel national qui est devenu un lieu de vie, fondé architecturalement sur le système d'une caserne, et donc avec des chambres et des réfectoires. Alors ensemble, on va déambuler à travers cette galerie dans laquelle on retrouve des peintures, des costumes, des armes. Il ressemblait à quoi, un exemple? C'est assez varié. C'est une époque où les uniformes sont très richement décorés. Il y a un certain nombre de signes distinctifs, ne serait-ce que pour distinguer l'infanterie de la cavalerie, mais même à l'intérieur de la cavalerie, chaque unité va avoir un uniforme différent. Alors ça, c'est pas Napoléon III qui l'a inventé, mais en tout cas, il va imposer des règlements successifs. Donc par exemple, en face de nous, on a des uniformes qui sont totalement différents. Qu'est-ce qui les diffère justement? Alors là, nous avons 3 uniformes de l'infanterie de la garde impériale, donc avec un grenadier du 1er régiment de la garde impériale, donc ça c'est vraiment l'unité d'élite. Et ensuite nous avons des voltigeurs de la garde et des chasseurs à pied de la garde. Donc les uniformes reprennent les différentes réformes uniformologiques. Et donc ce qui est typique, c'est que l'uniforme est bleu, c'est-à-dire que ça c'est hérité de la période de la Révolution française. Et le pantalon est dit garance, donc rouge vif. D'accord, très cintré aussi. Très cintré. Dès le Premier Empire, les uniformes sont très cintrés. De toute façon, les gabarits étaient vraiment très minces. Mince et sportif. Mince et sportif, oui. La marque qui différencie le grenadier à pied de la garde, c'est donc le bonnet à poil, en poil d'ours. Oui, effectivement, ils ont tous les 3 un chapeau, mais 3 chapeaux différents. Je dis chapeau, je ne sais pas si c'est le terme en tout cas. Alors non, ce sont des coiffes. Alors donc on peut distinguer le bonnet à poil et le shako. Donc le shako qui est vraiment la coiffure du fantassin. D'accord, donc c'est celui-ci avec une plaque. Une plume en haut, une sorte d'aigle sur le... Et l'aigle, donc l'aigle impérial qui fait référence au Premier Empire également, et donc le numéro du régiment. C'était quoi les armes également? Qu'est-ce qui était utilisé en termes d'armes? Alors ça dépend des unités. Disons que le fantassin à l'époque est doté d'un fusil avec baïonnette et d'un sabre briquet. La cavalerie d'un sabre et parfois un mousqueton. Donc un mousqueton, c'est un fusil court. Et on était donc sur soit de l'attaque au corps avec la baïonnette, ou alors on était sur des tirs un peu plus loin en fait. C'est comme ça que ça fonctionnait? Les deux étaient possibles. Les deux versions étaient envisagées. Eh bien, on va poursuivre ensemble. On va remonter, si je puis dire, dans le temps. Là également, là on a, alors c'est uniquement le haut là pour le coup qu'on a en face. Ce sont des pièces authentiques. Donc ça représente des uniformes de la cavalerie. Et donc nous avons des lanciers, des hussards et des dragons. Et la différence, là aussi, hormis la couleur, j'ai envie de vous dire, mais la couleur, j'imagine, représentait leur fonction ou pas du tout? Oui, alors, mais c'est leur fonction qui est différenciée vraiment. Donc le hussard était un cavalier léger qui était censé faire des patrouilles et faire des petites charges rapides, tandis que les lanciers donc, étaient munis d'une lance, étaient plutôt dans les charges directes. Et les dragons étaient à la fois à pied et à cheval. Et ici, donc, on a 3 mannequins qui sont vraiment intéressants, qui montrent un peu la diversité de la garde impériale. Là, nous avons un cuirassier, donc avec une cuirasse
et un casque qui faisait des charges. Un officier des guides. Alors les guides, c'était une arme d'élite, mais qui ne se battait pas beaucoup. Enfin, c'était une arme un peu mondaine. Voilà. Et donc l'uniforme est magnifique. C'est l'un des plus beaux uniformes de l'armée. C'est vrai que l'uniforme est très brillant et très clinquant. Avec beaucoup de passementerie. Exactement. On se demande même si avec ça on peut se battre. Non, en fait, ça c'est une tenue de gala. D'accord. Et le zouave, donc le zouave qui est issu des troupes d'Afrique, mais qui ont été créées par Louis-Philippe. Donc ça, Napoléon III hérite de la conquête de l'Algérie, donc il va poursuivre, et des uniformes des unités qui participaient. Oui, avec ce haut très court, notamment à ras du vent. Ça s'appelle un boléro. Qui s'appelle le boléro. Et ce sarwal qui reste également très typique du Maghreb ou encore de l'Afrique. Exactement. Et les officiers étaient français et la troupe était à la fois française et indigène. Il y avait cette mixité. La mixité, le recrutement se faisait sur place. Ils ont participé à toutes les batailles de Napoléon III. On rentre sur la période qui va nous intéresser, celle de 70 et de 71, avec la bataille donc, de la Commune de Paris. Alors tout d'abord, on est en 1870. Alors les hommes étaient dans les armées. Et quelle était la place de la femme ? Alors la place de la femme, depuis, on va dire, la Révolution française, était plutôt cantonnée justement au rôle de cantinière ou de vivandière. Donc en fait, la cantinière était censée suivre les soldats au combat et leur apporter du bien-être, donc que ce soit de la nourriture, de l'alcool, voire plus. Et donc la spécificité de Napoléon III, c'est qu'il a réglementé l'uniforme de la cantinière. Habituellement, la cantinière s'habillait en respectant sensiblement une continuité avec les uniformes portés par les hommes. Et à partir de Napoléon III, l'uniforme est calqué directement sur les uniformes des hommes. Et surtout, à partir de cette époque, on attribue vraiment des cantinières à des régiments. Donc elles suivent un régiment, en portant l'uniforme du régiment. Il n'y avait pas de distinction même à ce niveau-là, en fait, finalement, au niveau de la tenue en tout cas. Non, et là on ne le voit pas parce qu'on ne voit que la tunique, mais en fait elle pouvait porter à la fois la jupe et le pantalon. Et certaines portaient les deux en même temps, parfois. Et en poursuivant dans le temps, quels vont être les grands changements ? Notamment, je vois ces 4 qui sont derrière nous, qui sont alors pour le coup totalement différentes, entre une qui a les petits lacets entremêlés, un autre assez cintré, là aussi, j'imagine que ça c'est une tenue de femme ? Non, c'est une tenue d'homme, c'est une tenue de fantassin. En fait c'est une tenue plutôt simplifiée, donc vraiment réservée au combat. Et toutes les tenues que vous voyez là ne sont pas, contrairement à ce que je vous ai montré auparavant, des tenues de gala, là ce sont vraiment des tenues de combat. Donc avec la passementerie pour la cavalerie et les tenues plutôt simples pour l'infanterie. Et alors celle qui se trouve donc sur la gauche, qui est tout de rouge vêtue, c'est avec un capitaine d'Espagne. L'uniforme est plutôt inspiré de l'Afrique du Nord, donc on voit les broderies et les passementeries. Et on a changé au niveau du chapeau et de le chapeau pour les officiers peut être remplacé par ce qu'on appelle un bonnet de police qui deviendra l'ancêtre du képi, voilà, qu'on appelle donc à la fois bonnet de police et képi. La réforme est faite peu avant 70. Oui. Et on prend le temps de poursuivre ensemble à travers la galerie avec là encore d'autres costumes et surtout ces armes en face de nous, toutes de tailles différentes, toutes j'imagine avec une utilité différente. Oui, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, les fusils les plus longs sont réservés à l'infanterie, avec la baïonnette qui peut être ajoutée, et les fusils, ce qu'on appelle les mousquetons, fusils courts, donc étaient réservés à l'infanterie légère. Et donc là, la spécificité de la vitrine, c'est qu'on présente à la fois le matériel français et le matériel allemand. Les Français partent au combat donc, avec un fusil dit chasse-peau, donc modèle 66. Avec un chargement par la culasse, donc on a supprimé le fusil à silex quand on se battait sous l'Ancien Régime ou sous la période napoléonienne. Et les Allemands sont dotés d'un fusil dit Drez. En fait, c'est un système qui est un peu identique avec un chargement par la culasse, mais bon, voilà, la technique n'est pas totalement la même. Et les tout petits qui ressemblent donc ça, ce sont des revolvers, j'imagine. Donc c'est les premiers revolvers qui sont mis en dotation de l'armée française. Là, on voit des pistolets plus classiques. Et c'était produit où ? Alors ça dépend, la plupart étaient produites à Saint-Étienne. Il y a eu des importations également américaines ou pas ? Oui, par la suite. L'armée française s'est vite retrouvée à court d'armes face à l'armée prussienne et effectivement un apport d'armes américaines, donc notamment des Winchester et des revolvers, et donc qui ont permis de continuer la guerre. De pallier un peu à ce manque de la France. Alors je vois également qu'il y a des peintures, des représentations d'origine. D'origine, qui représentent essentiellement des combats. Alors on n'est pas du tout dans le même type de guerre que sous le Premier Empire, notamment. Là, ce sont vraiment des combats de rue quasiment, voilà, dans des villages, notamment en Alsace ou dans l'est de la France, en Moselle, autour de Metz. Il n'y avait pas de tranchées à l'époque ?
Non, pas encore. Non. sur cette peinture, avec notamment la baïonnette, les combats de corps à corps. Et les mouvements de troupes sont très rapides, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas de tranchées. Les soldats français ont été très courageux pendant la guerre de 70. Ils ont fait vraiment le sacrifice d'eux-mêmes pour Paris et pour la France, et pour contrer un peu la désorganisation de l'état-major français également. Et donc là, on arrive une nouvelle fois vers 3 mannequins. 3 mannequins allemands, donc avec un cuirassier, et un bavarois, donc un uniforme bavarois. Donc c'est pour montrer également que l'Allemagne s'est vraiment unifiée avec la guerre contre la France. Alors pour le coup, le bavarois est très, très chargé. Avec ce sac, il transportait quoi? Alors ça, c'est un havre-sac. Alors l'armée française en était dotée, on peut le voir sur les autres uniformes français. Donc il transportait tout ce qui lui permettait de vivre en campement, des casseroles, des vêtements de rechange. Voilà. Et puis des effets personnels. Là, on voit à peu près tout ce qu'ils portaient, tout ce qu'ils avaient à leur disposition. Qu'est-ce qui a changé dans le temps, après cette période-là? Est-ce qu'ils avaient toujours les mêmes tenues? Est-ce que les tenues se sont modernisées? Oui, malheureusement, j'ai envie de dire, puisque l'uniforme Garance avec le pantalon rouge donc a perduré jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Et effectivement, l'une des raisons aussi des premières défaites françaises, c'est que l'uniforme bleu et blanc était beaucoup plus visible que les uniformes allemands gris ou verts. Et donc c'est pendant la Première Guerre mondiale qu'on va changer et qu'on va créer la tunique de poilu qu'on connaît bien, bleu. Et les armes aussi ont évolué dans le temps? Tout a changé en fait. Oui. On a gagné en rapidité d'exécution et en nombre de rafales également. Et donc le bel armement américain a été assez décisif de ce point de vue-là aussi. Après la guerre de 70, il n'y a plus eu d'importation. La France a recontinué à créer des armes. Et là, je vois, on est le 4 septembre 1870, si je lis bien. Ça représente quoi? C'est 4 petites photos, 5 petites photos. Nous avons un groupe justement de gardes nationaux. Alors, c'est intéressant parce qu'on sait que Napoléon III, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était passionné de science et effectivement s'est très tôt intéressé à l'essor de la photographie, qui l'a vraiment encouragé. Et le Second Empire est vraiment une période où les soldats se font photographier dans des mises en scène. Et donc, qu'il s'agisse d'officiers ou de soldats de la troupe, se font photographier soit seuls, soit en groupe, avec des unités parfois différentes. On peut avoir un groupe d'artilleurs et puis parfois une photo de groupe avec un cavalier, un fantassin, un zouave. Et l'objectif de ces photos, c'était des photos souvenirs? C'était des photos souvenirs en quelque sorte, pour la famille. Voilà. Et parfois, on peut trouver des photos de soldats qui posent avec des membres de leur famille. En tout cas, la spécificité là, c'est qu'elle est prise au moment où ils se battent, voilà, contrairement à d'autres photos plus anciennes du Second Empire. Et alors, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est ça. C'est bleu, blanc, rouge. Alors, c'est un tonnelet de cantinières. Donc, on en parlait tout à l'heure. Les cantinières, comme je vous le disais, accompagnaient les soldats sur les champs de bataille et donc les approvisionnaient en nourriture et en boissons, donc alcoolisées ou non. Et donc chaque régiment avait un tonnelet voilà, avec le numéro du régiment. Alors on arrive toujours à travers cette galerie devant un nouveau mannequin avec là aussi quelqu'un qui est bien chargé. Entre le sac, entre le fusil, entre la coiffe, même un foulard autour de la tête. Qui est cette personne? Alors c'est un tirailleur de la Seine. On a 3 uniformes qui présentent 2 gardes mobiles et un fédéré. Donc les gardes mobiles sont issus de la garde nationale, donc la garde nationale qui a été créée par Lafayette au moment de la Révolution française en 1789. La garde nationale a toujours existé jusqu'à la première et seconde restauration. Et c'est Louis-Philippe qui réinstaure la garde nationale, donc qui est fondée sur le volontariat. Enfin, c'est une espèce de milice bourgeoise finalement et qui adopte des uniformes qui sont sensiblement identiques à l'armée régulière. Ils ne sont pas censés se battre en fait. La garde nationale ne se bat pas, mais effectivement à l'issue de la phase impériale, en fait, on recrute le maximum de personnes et de volontaires. Et alors la dernière tenue qui ressemble à, pour le coup, on va en utilisant des termes plus d'actualité, une sorte de cabas. Oui, c'est ce qu'on appelle une capote de fédéré. Donc la capote, en fait, existe dès le Second Empire. Était portée les jours où il pleuvait beaucoup, et voilà, l'hiver notamment. Et au fort d'ici les Moulineaux, quelle était la vie également là-bas, la vie militaire? C'était une vie de caserne, en fait. Bon, alors, ici les Moulineaux, donc, le fort d'Issy les Moulineaux faisait partie des 18 forts autour de Paris, qui ont été construits entre 1830 et 1840. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une période où la France ne se bat pas en Europe, mais en tout cas, je pense que la monarchie de Juillet avait gardé à l'esprit la bataille d'Issy de 1815, effectivement.
Effectivement, les Alliés étaient entrés dans Paris, donc on pouvait voir des troupes russes, anglaises, russes. Et ça avait marqué les Parisiens et les Parisiennes, en tout cas, d'avoir vu les troupes étrangères à Paris. C'est la première fois que ça arrivait. Oui. Et donc, on avait gardé ça en tête. Et donc, quand Louis-Philippe a décidé la construction des forts, il avait vraiment ça en tête également. Et donc le fort d'Issy faisait partie des 18 forts autour de Paris, et effectivement la vie était stricte, et voilà, c'était à la fois une façon de protéger Paris et d'y investir l'espace avec des arsenaux pour soutenir un siège en cas de guerre. Permettre après, notamment aux Versaillais de revenir, c'était aussi une place forte. Oui, alors la spécificité du fort d'Issy, effectivement, c'est qu'il était assiégé à la fois par les Prussiens et par les Versaillais. Une des raisons aussi pour laquelle les Versaillais ont voulu investir le fort d'Issy, c'est qu'il était un arsenal également, donc avec des canons et des fusils. Et effectivement, on présente un canon typique français. Voilà, donc c'est avec un obus. Ça, c'était l'obus. Hein. Donc c'était l'obus. Et effectivement, alors j'en parlais tout à l'heure pour la photo, mais Napoléon aussi, comme son oncle, qui était artilleur, en fait était passionné par les techniques d'artillerie, et donc il y a eu plusieurs réformes. L'artillerie se dote d'obus et non plus de boulets, avec une portée plus importante, et plus de dégâts causés. Et puis c'est l'époque aussi où on a créé la mitrailleuse. La mitrailleuse Réfi qu'on voit alors, indirectement, mais dans les films plutôt américains, sur le Mexique notamment, on voit les soldats qui moulinent comme ça avec la... Et en fait, c'est créé à cette époque. Et là, c'est une hécatombe. En fait, les soldats ne sont pas préparés à ça, et les premiers qui les utilisent tuent vraiment toute une première rangée très très rapidement. C'était beaucoup plus efficace. C'était plus efficace et beaucoup plus meurtrier. Et alors du coup, une question, comment avez-vous fait pour récupérer tous ces objets, ces armes, ces costumes, ces tableaux? À partir de la fin du 19e, on a une série de grands collectionneurs qui étaient passionnés par le Premier Empire, donc notamment De Taille et Messonnier, qui étaient des peintres de guerre aussi, donc qui avaient une grosse collection, et ils peignaient souvent d'après leur propre collection. Et donc ils étaient à l'origine du musée de l'armée. Et auparavant, il y avait le musée, ce qu'on appelle le musée historique, qui regroupait toutes les armes, et le musée d'artillerie. Et donc il y a une fusion en 1900 des deux. Et donc on a une expertise uniformologique liée vraiment à un goût prononcé pour la revanche, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est vraiment un univers très militaire. Et donc le musée de l'armée est réparti sur les 2 ailes, avec les 4 réfectoires. Et petit à petit, donc, la collection s'est enrichie, mais donc la plupart du temps, c'était des grands collectionneurs qui léguaient leur collection. Et on peut remarquer aussi qu'il y a beaucoup plus d'uniformes d'officiers que de troupes, pour une raison très simple, c'est que l'officier était assez riche pour, une fois la guerre finie, emballer son uniforme et le léguer à la génération d'après, alors que le soldat qui revenait dans les champs utilisait son uniforme et l'usait jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup, Julien Voineau, de nous avoir clairement ouvert ces portes de ce lieu qu'est les Invalides. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et merci à vous également de nous avoir écoutés. Vraiment, venez aux Invalides, en tout cas si on vous a donné l'envie, le goût de découvrir cette bataille vraiment en profondeur avec ses œuvres, ses costumes, encore ses armes. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Ici Podcast.